Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais passer à travers un portefeuille FNP pour débutants. Si vous êtes débutant en bourse et vous vous demandez comment je peux construire un portefeuille croissance, voici une vidéo qui va certainement vous aider. Je vais montrer un portefeuille exemple de 6 FNP. Bien évidemment, c'est à vous de faire votre recherche, de changer, par exemple, les pourcentages, changer les FNP selon votre objectif. Ici, dans cette vidéo, c'est plus une vidéo éducative, dans le fond, qui vous montre comment la stratégie de construire un portefeuille à travers des FNP indiciels. Juste avant de continuer la vidéo, je voudrais juste vous rappeler, s'il vous plaît, si vous aimez le contenu, de cliquer like et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Aussi, dans le premier lien de la description, pour les personnes qui, je mettrai un lien vers mon site web pour les personnes qui veulent recevoir un guide d'investissement simplifié avec 4 portefeuilles modèles croissance. Juste indiquez votre courriel dans la page ici puis, je peux pas vous envoyer ça et bien évidemment, dans cette vidéo, on va discuter justement de un de ces portefeuilles-là, en détail. Merci. Donc sans perdre trop de temps dans la vidéo, on va discuter des 6 FNP, on va discuter de la répartition du portefeuille, puis un raisonnement, analyse là, de chaque fonds, pourquoi il a été inclus. Lorsqu'on veut investir en bourse, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs fenêtres et des possibilités. Il y a la première chose, c'est d'utiliser les FNP indiciels pour construire votre portefeuille ou des FNP tout en un. Ça, c'est la façon la plus sécuritaire, la plus safe et le plus adaptée pour le long terme et aussi la moins risquée lorsqu'on veut investir dans des actions. C'est la beaucoup moins risqué d'être sur des FNP indiciels, surtout avec un portefeuille diversifié. C'est sûr qu'il y a d'autres investisseurs qui préfèrent, eux, aller acheter des actions spécifiques à cause qu'ils pensent que telle ou telle action va monter. Ça, c'est pour les investisseurs qui font des recherches, qui veulent mettre le temps là-dedans pour aller et aussi pour qu'ils veulent prendre le risque, mais on peut aussi se tromper. Donc ça, c'est le deuxième chemin. Puis le troisième chemin, c'est malheureusement, beaucoup de monde, ils vont juste acheter des actions comme ça sans trop y penser. Et bien évidemment, ça, c'est très risqué. Donc, on reste dans le premier chemin qui est d'investir de façon générale sur le marché au lieu d'aller sélectionner des titres en particulier. Donc, premièrement, pour construire un portefeuille, c'est assez simple. Ne vous compliquez pas la vie. Dans un portefeuille diversifié, actions, par exemple, si on a un objectif à long terme et qu'on est prêt on accepte le risque parce que c'est des actions, ça peut monter, ça peut baisser, et qu'on a un horizon d'investissement en général au-delà de 5 ans, donc 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un CELI, dans un RER, ben, il faut que dans le portefeuille, il faut qu'on ait une composante canadienne, c'est-à-dire un FNP canadien qui va aller chercher l'exposition au marché canadien. Il y a aussi, il faut qu'on ait dans notre portefeuille une partie réservée aux États-Unis. C'est la plus grande économie mondiale. C'est elle qui a les plus grandes entreprises prospères, que ce soit dans les nouvelles technologiques, dans le domaine financier, dans tous les domaines. Les États-Unis demeurent le leader mondial, donc on a la possibilité d'investir sur le marché américain. Sur le marché américain, on a deux options. On a le VFV qui est comme investi dans les 500 plus grandes entreprises américaines, mais aussi on peut aller particulièrement viser le secteur technologique à travers les FNB indiciels qui, eux, répliquent le Nasdaq. Il y a aussi les stratégies, parce que lorsqu'on achète un fonds indiciel, on est en train d'acheter des entreprises qui sont à divers stades de leur croissance. Il y en a qui font croissance fulgurante, d'autres qui sont matures, mais qui se retrouvent dans l'indice. Une façon de se diversifier aussi, c'est d'aller chercher des stratégies d'investissement et la plus connue, c'est la stratégie valeur, d'où à mon avis, ça serait une bonne idée d'inclure des fonds de valeur. Et dans ce cas-là, ça va être FCUV qui, lui, investit dans les entreprises que ils sont considérés comme étant sous-évalués. Donc, il va aller investir dans des entreprises, mais il reste dans les entreprises les plus grandes sur le marché américain, mais il va aller viser les titres sous-évalués. Ça vous permet d'être dans du passif, mais en même temps un peu dans du actif, à aller chercher les fonds, les titres de valeur. Donc ça, c'est pour le marché américain. Il y a aussi, bien évidemment, dans un portefeuille,
il y a d'autres façons d'aller stabiliser, sécuriser le portefeuille. On a soit l'or, si on veut, par exemple, investir dans l'or, c'est une façon de stabiliser le portefeuille. Ça a été historiquement, lorsque le marché ne va pas bien, lorsqu'il y a de la peur, lorsqu'il y a des inquiétudes, l'or prend de la valeur. Et aussi, c'est une valeur quand même assez refuge, donc il n'y a pas beaucoup d'énormes baisses. Il y a plus soit une stagnation, soit une augmentation à cause qu'il y a une peur économique ou une récession. L'or, bien évidemment, prend de la valeur contre le dollar américain lorsque celui-ci s'affaiblit. Donc, dans un portefeuille, toujours penser à sécuriser le portefeuille, soit en utilisant l'or ou quasiment, là, si on est averse au risque, on peut aller dans les revenus fixes, acheter des FNB obligations. Aussi, ça, c'est aussi une façon de stabiliser son portefeuille. Vu qu'on est dans un contexte aussi international, donc c'est bon aussi d'avoir des FNB marchés émergents, par exemple, pour aller cibler les marchés émergents, comme par exemple l'Inde, la Chine et tous ces pays-là. Donc ça, c'est de façon générale, lorsqu'on veut avoir un portefeuille, il faut qu'on ait tous ces composantes. On ne peut pas, par exemple, dire, OK, ben moi, je vais y aller Nasdaq à 100%. Oui, ça peut être, si tu avais fait ça fait 5 ans, ça t'aurait certainement ramené des rendements hyper intéressants, mais rien ne garantit que les entreprises technologiques vont toujours bien faire dans les années futures. Pas parce qu'ils ne sont devenus vont être des entreprises nulles, mais juste parce que c'est l'économie, ils suivent aussi l'économie. Donc les entreprises, s'il y a une correction boursière, c'est les entreprises technologiques qui sont frappées de plein fouet les premiers. Donc c'est mieux d'être sur du marché canadien, du S&P 500, avoir un peu de Nasdaq, mais ne pas être 100% Nasdaq ou 100% marché canadien ou 100% euh, S&P 500 ou 100% dans l'or. Il faut qu'on ait comme un équilibre entre ces éléments-là, parce que cet équilibre-là, c'est ça qui va stabiliser le portefeuille. L'or va faire bien lorsque la bourse va pas moins faire. Parfois, c'est les technologies qui tirent l'économie. C'était le cas dans les 5 dernières années. Les titres technologiques, c'est eux qui tirent le marché boursier au complet. Tiens, on voit la bourse a progressé cette année de 20%, ben, il y a un gros 15% qui est juste à cause de 7 ou 6 titres technologiques. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi avoir de la technologie là-dedans. Donc, tout ça, c'est des éléments qui nous poussent à diversifier et ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier, mais être diversifié dans un contexte de FNB indiciel pour couvrir tous les secteurs que nous, on veut couvrir. Mais maintenant, si on est confiant plus que le marché canadien va mieux faire, on peut allouer un peu plus au marché canadien. Si on est confiant que le marché américain va mieux faire, on peut allouer un peu plus au marché américain. Ça, il n'y a pas de problème. On peut jouer, on peut être un peu tactique notre allocation. Maintenant, la répartition proposée, ça c'est la répartition que moi je propose, mais vous pouvez changer les pourcentages selon votre objectif. Donc 25% sur le marché canadien à travers HXT, 25% sur le marché américain S&P 500, donc hyper diversifié, presque toute l'économie américaine, les 500 plus grandes entreprises américaines à travers VFV, un fonds indiciel. Il y a 25% sur le Nasdaq, comme exemple, je donne QQC-F qui investit sur les entreprises du Nasdaq, 10% pour la stratégie de valeur, donc des titres américains, mais qui sont considérés comme étant sous-évalués, un autre 10% sur l'or et un autre 5% sur les marchés émergents. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette répartition, vous pouvez changer, jouer là-dedans, être tactique, c'est à vous vraiment de voir, mais ça vous donne juste une idée de un point de départ et comment on construit un portefeuille si on veut être diversifié. La répartition et ainsi de suite. Maintenant, l'analyse et le rendement. Maintenant, le cœur du portefeuille, c'est la croissance nord-américaine. En Amérique du Nord, c'est une zone économique la plus, euh, pas seulement celle qui a la plus de croissance ou celle qui est les plus grandes. On sait que la Chine est en train de monter, mais c'est le marché où on a le plus confiance dans le fonctionnement du marché. On a le plus confiance dans la qualité des données, des résultats trimestriaux qui sont publiés. Il y a beaucoup moins de falsifications, il y a beaucoup de contrôle sur les marchés boursiers. Donc, ça reste le marché idéal pour investir son argent sans trop se soucier des problèmes politiques ou
parce qu'il y a beaucoup de politiques qui interviennent dans des marchés boursiers extérieurs. Par exemple, ça se peut que tu investis dans une entreprise dans un pays du tiers-monde, puis ça va bien cette entreprise-là, elle fait des bons chiffres, mais ça peut qu'il y ait une décision politique de juste shut down les opérations de cette entreprise-là parce que telle ou telle raison politique. Sur le marché américain, ça arrive beaucoup moins sur le marché nord-américain. C'est pour ça que ça reste le marché de référence pour les investisseurs internationaux, parce que ça reste un marché qui encourage l'économie libre, ça reste un marché où il y a beaucoup, beaucoup moins d'intervention politique. Donc, lorsque construit un portefeuille, il faut prendre en considération ce genre de choses, la stabilité du marché. Le marché canadien et le marché américain restent les premiers choix pour un investisseur canadien. C'est mieux d'être très concentré lorsqu'on est sur des FNB indiciels, d'être concentré sur des marchés comme les États-Unis puis le Canada. Maintenant, pour le Canada, le FNB que j'ai mis ici, HXT comme exemple, et lui, il investit dans le S&P TSX 60. Il y en a beaucoup qui investissent dans le TSX 60, donc vous pouvez choisir par exemple XIU de iShares. Il y en a beaucoup selon votre choix. Donc, HXT, lui, ça va être l'ancrage sur le marché canadien. Il, il investit dans les 60 plus grandes entreprises du Canada. Donc, en tant qu'investisseur canadien, il est logique d'avoir une part importante de l'économie de son pays où on vit ou on travaille. Ce FNB est très facile à comprendre, très liquide. Il donne une exposition aux grandes banques canadiennes, aux entreprises énergétiques, aux entreprises de télécom qui sont les piliers de l'économie canadienne. Le deuxième fonds, c'est VFV, 25% dans le S&P 500. C'est un fonds indiciel qui investit dans les 500 plus grandes entreprises américaines. 500, c'est l'indice de référence pour le marché américain. Donc, ça inclut les 500 plus grandes entreprises. C'est diversifié entre les géants de la finance, JP Morgan, Citigroup, toutes ces grandes banques américaines, le domaine de la santé, ABV, toutes les entreprises de santé, l'industrie. Ça offre une croissance stable, fiable et à long terme. Maintenant, le Nasdaq 100 avec, à travers QQC-F, Invesco Nasdaq 100, 25%. Ce fonds, ça va être le turbo engine. Là, lorsque l'économie va bien, lorsque l'économie américaine va bien, on n'est pas en récession, on est en croissance. Le Nasdaq 100, ça va être le fonds qui va le mieux performer dans ce portefeuille-là parce que ça contient les entreprises qui sont dans le futur quasiment là. Donc, on a Meta, Apple, Microsoft, Nvidia, ça en parle des poids lourds là, qui tirent le marché américain lorsque ça va bien. Donc, être investi dans le Nasdaq, c'est très important lorsqu'on veut construire un portefeuille croissance long terme. Il faut qu'on ait les moteurs de croissance dans notre portefeuille. Maintenant, la diversification à travers la valeur, on peut aller utiliser le Fidelity US Value ETF FCUV. Il s'agit d'un contrepoids au Nasdaq. Le Nasdaq, par exemple, ça va être les titres qui ont le mieux performé, qui sont hyper surévalués, qui vont être ceux qui tirent le marché. Par exemple, on peut prendre, par exemple, Palantir. Palantir, c'est une entreprise hyper surévaluée, mais elle se retrouve dans le Nasdaq, puis ça va bien pour le titre. Donc, un fonds comme FCUV ne va pas aller investir dans Palantir parce que c'est hyper surévalué. Il va aller chercher plutôt les titres qui sont sous-évalués, qui sont sous le radar, puis elle va aller investir là-dedans. Par exemple, Apple, il y a même pas quelques mois, le prix de l'action a vraiment énormément baissé. À ce moment-là, il aurait été un bon titre qui rentrerait dans la catégorie valeur parce il a baissé, mais l'entreprise, elle demeure une entreprise de référence. Un autre exemple, Google. Google, à un moment, il y avait beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur Google à cause de OpenAI, de ChatGPT. L'action n'arrêtait pas de baisser. On disait que ChatGPT va tout simplement effacer Google. Google n'a plus de pertinence. À ce moment-là, Google aurait été un bon achat-valeur parce que tout le monde est en train de vendre l'action, mais un bon investisseur, il va se dire non, Google a les moyens de aller combattre ChatGPT, il a les ressources financières, il a les ingénieurs pour aller développer des choses qui vont. Puis ça s'est produit effectivement. Il y a eu Google Gemini, il y a eu aussi le risque de décomposer l'entreprise est parti. Donc, ce genre de fonds investit vraiment dans des titres qui, à un moment ou à un autre, sont considérés comme étant sous-évalués. C'est une façon d'investir. Donc,
Si vous aimez la stratégie valeur ou le concept, vous pouvez mettre un peu plus dans ce fonds-là. Il y a aussi d'aller chercher les marchés émergents ou les marchés développés. C'est un pari sur la croissance mondiale future, un peu plus risqué, mais ces marchés offrent des potentiels que l'économie développée non plus. C'est là, si on regarde le taux de croissance des PIB de pays comme l'Inde ou autres, ça n'a rien à voir avec la croissance du PIB nord-américaine ou européenne. C'est vraiment beaucoup plus important à cause qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à construire et à bâtir dans ces pays. Tout portefeuille doit inclure des actifs refuges. L'or, je pense que c'est un actif refuge qui est excellent. Historiquement, l'or a toujours bien performé. On l'a vu d'ailleurs depuis que l'administration américaine a imposé les tarifs, puis il y a eu beaucoup de doutes économiques. L'or n'a fait que progresser. Exemple, on va prendre ici Yahoo Finance, CGL.to, là, qui est le fonds que je viens de discuter, iShares Gold Trust. On peut voir que il a super bien fait depuis le début de l'année, une appréciation de 29%, sur une année 33,39%, sur 3 ans le rendement moyen annualisé est de 23,88%, juste avec un fonds d'or. Il investit juste dans l'or. Si on regarde le S&P 500, même chose, depuis le début de l'année, 5,71% de rendement. Donc, je rappelle, ce fonds investit dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Depuis une année, 17,88%. Le rendement 3 ans moyen annualisé est de 20,90. Sur 10 ans, donc vraiment le long terme, on a un rendement moyen annualisé de 14,71%. Donc, c'est des fonds excellents pour le long terme. Donc, ça, c'est le S&P 500. Pour celui qui investit dans la stratégie valeur, FCUV, depuis le début de l'année, 5,42%, sur une année, 18,49%, et sur 5 ans, le rendement moyen annualisé est de 21,45%. Donc, c'est d'excellents fonds qui rapportent des rendements intéressants sur le long terme sans nous faire prendre trop de risques parce qu'ils sont diversifiés. C'est ça le secret de ces rendements. Pour le Nasdaq, par exemple, sur 10 ans, le rendement moyen annualisé est de 17,97% pour ce fonds-là, QQC-F, pour le Nasdaq. Donc, c'est des fonds qui se marient bien entre eux, puis ça va nous aider à construire un portefeuille diversifié. Il y a des gens qui préfèrent investir dans le Bitcoin ou comme valeur refuge, mais historiquement, le Bitcoin fait bien lorsque les entreprises technologiques font bien. J'ai jamais vu le Bitcoin s'apprécier alors que Meta, Google, Facebook et tout le monde là sont en baisse, puis le Bitcoin lui en hausse. Ça n'a jamais arrivé. En général, ce qui se passe, c'est que lorsque les titres technologiques s'apprécient, le Bitcoin s'apprécie. Lorsque les titres technologiques baissent, le Bitcoin lui aussi subit une baisse. Il est très relié au domaine technologique. Donc, je ne le vois pas comme un valeur refuge. Si vous voulez le rajouter, peut-être rajouter un 5%, mais mettez-le dans la catégorie croissance, là. Lui, là, ça va être la croissance, mais avec le risque, bien évidemment, là, parce que ça, il y a une volatilité extrême dans le Bitcoin et dans les crypto-valeurs. Donc, si vous voulez le rajouter dans votre portefeuille, ne pensez pas que c'est une valeur refuge. Ça ne va pas être une valeur refuge. Ça va baisser avec le marché, puis ça va monter avec le marché. Donc, c'est comme un titre technologique dans le fond, là.